Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à Passaporta pour ce nouvel et seul et unique épisode de la Fabrique de l'écriture cette année, puisque cette année c'est une année de festival, et donc voilà, une partie des énergies sont prises par le festival Passaporta qui aura lieu à la fin de l'hiver. Ce cycle, je vous rappelle juste à quoi il est consacré. C'est effectivement un cycle qui est basé sur l'idée suivante, c'est que très souvent, trop souvent peut-être, les essayistes, ceux qui s'intéressent à l'écriture de la pensée, sont traités comme des espèces d'oracles que l'on somme ou que l'on invite à venir dire leur vérité, répondre aux questions, comme ça, aux grandes questions que le monde se pose ou que les individus se posent, sans que jamais soit interrogé le fait que penser dans un monde comme le nôtre, dans une tradition comme la nôtre, c'est d'abord et avant tout écrire, c'est publier, c'est mettre d'une certaine manière les concepts sur le papier ou les mettre à l'épreuve de la phrase, inventer un dispositif, une forme, c'est-à-dire une écriture pour pouvoir penser. Il n'y a pas de pensée d'une certaine manière sans une écriture singulière et sans la pensée d'une écriture pour l'accompagner. Donc l'idée de ce cycle, c'était de se dire pourquoi ne pas interroger les philosophes, les essayistes, les théoriciens de l'art, les interroger comme on le ferait avec des écrivains, c'est-à-dire en leur posant effectivement ces questions, peut-être parfois intimes, ou qui peuvent sembler, du point de vue de ce grand lieu qu'est le lieu de la vérité, où on continue à placer beaucoup de penseurs, peut-être anecdotiques, mais qui, je crois, ou en tout cas c'est le pari qu'il y avait derrière ce cycle, finissent par rétroagir, par faire retour sur le travail théorique en tant que tel, sur le travail conceptuel en tant que tel, et à lui donner une épaisseur que la simple prise en considération du contenu oublierait. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment très honoré et très heureux de pouvoir recevoir Jean-Christophe Bailly. Jean-Christophe Bailly que vous connaissez tous, j'imagine, qui est auteur d'une œuvre immense, hein, qui compte plus de 70 titres, sans compter évidemment les innombrables articles, préfaces d'édition, textes de catalogue, etc. Une œuvre très vaste et une œuvre qui se déploie dans une multitude de formes ou dans une multitude de genres, dans lequel l'essai est effectivement la forme prédominante, mais qui se dirige également du côté du poème, du côté du récit, du côté du théâtre, du côté de la critique, etc. Donc merci Jean-Christophe Bailly d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être là. Et pour entamer cette discussion, je propose de partir vraiment de la chose la plus simple et peut-être la plus biographique. Vous êtes un écrivain. Le livre est quelque chose qui a une importance, j'imagine, singulière pour vous. Oui. La question que j'ai envie de vous poser, à laquelle, du reste, dans Tweet détaché, vous répondez partiellement, c'est celle de la manière dont l'écriture vous est venue, si j'ose dire, ou dont vous êtes venu à l'écriture, non pas à l'écriture en général, mais précisément à cette forme singulière, si elle se distingue pour vous de manière radicale des autres formes, à cette forme singulière qui est celle effectivement du texte qui pense en tant que ce serait son objet propre, c'est-à-dire de l'essai, effectivement, davantage que de la fiction, davantage que du récit ou davantage que de la poésie. Est-ce qu'il y a eu un moment, une rencontre, un texte peut-être particulier qui vous a fait vous dire, bien au fond, d'une certaine manière, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est vers ces formes-là que j'ai envie de me diriger, vers ces formes d'écriture-là que j'ai envie de me tourner. C'est toujours difficile de rétablir les choses là. Je vois un ensemble de faits, disons. Le premier, ce serait que en fait, la première rencontre, c'était avec la première fois où j'ai eu le sentiment que, en entendant un texte, que c'était ça qu'il fallait essayer de faire. Mais c'était un poème. Et j'étais en classe de 3e. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais on est encore assez petit. C'est 14 ans, quoi. Et il y avait je ne le raconte pas dans l'étude détachée sous cette forme, je ne crois pas. Il y avait une dame assez sympathique, professeure de français. Elle était bossue. Et elle était très originale comme femme. Et une bossue maquillée, comme ça.
et très fantaisiste. Et un jour, elle dit, je vais vous faire un cadeau, c'est une dictée sans ponctuation. Et c'était Apollinaire, la chanson du mal-aimé. Et c'est vrai, c'était une révélation, quoi. Ça m'a tellement enthousiasmé, donc j'ai été acheter alcool tout de suite. Et disons, c'est la première chose où je peux identifier un désir d'écriture. Et ensuite, c'est très très biographique, mais il y a un autre, quelque chose qui compte et qui joue un rôle certainement même dans ma manière d'écrire, et notamment dans la façon dont j'écris sur les images et l'art. Je l'ai déjà raconté, ça, c'est le fait que mon père ait perdu la vue progressivement quand j'avais 12-13 ans, et que je me suis retrouvé à regarder le monde pour lui, quoi, et à entrer avec lui dans une sorte de dialogue où je devais d'abord énormément lui lire de choses, et aussi lui raconter. Bon, je ne vais pas être trop long là-dessus. Et puis comme annexe, si on peut dire, il y avait aussi le fait que mon père, même en ayant perdu la vue, il continuait de diriger une entreprise dans le bâtiment, non sans difficulté. Et il avait évidemment le désir d'autant plus qu'il l'avait créé, que je lui succède, ce qui se comprend très bien. Mais moi, ça m'angoissait énormément l'idée de devoir être chef d'entreprise. Pour des raisons pré-politiques, je dirais, mais je sentais que je n'étais pas du tout fait pour donner des ordres, envoyer des gens qui ne travaillaient pas bien, enfin, tout ça m'affolait plutôt. Et puis après, évidemment, ça s'est compliqué avec des choses politiques, où je ne voulais pas participer à la bonne marche d'une certaine société. Mais ce n'était pas contre mon père. Mais donc, il fallait le convaincre, mon père. Et comme il était d'origine paysanne, les paysans, pour les convaincre, le plus simple, c'est par les faits. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse un livre. Comme ça, il verra que c'est pour de vrai, que ce n'est pas un désir en l'air. Et donc, j'ai écrit un petit livre que personne ne connaît, je crois. Il y avait une collection que publiait un éditeur provençal. Je fréquentais les librairies, donc j'avais vu que ça existait. Et ça s'appelait Célébration, la collection. Et il y avait des gens, il y a eu quelques-uns un peu fameux. Alors ça peut être Célébration du verre d'eau, Célébration du verre de vin, Célébration de ceci, Célébration de l'âne, Célébration de voilà. C'est pas mal en soi. Et je ne sais pas, alors vraiment c'est presque mystérieux pour moi, mais j'ai écrit un livre, ça s'appelle Célébration de la boule. La boule, la sphère, quoi, pas la pétanque. Hein. Et je l'ai écrit et une espèce de réflexion avec un peu de fantaisie, parce qu'à l'époque je lisais des choses que je ne lis plus du tout aujourd'hui. Et en tout cas, donc ce livre, je l'ai envoyé à l'éditeur et ça lui a plu, il l'a publié et j'avais 18 ans. Et donc ça m'a servi de passeport avec mon père. Il m'a dit, bon, d'accord. Quand il a eu le livre entre les mains, malheureusement, il ne pouvait pas le lire lui-même, puisqu'il avait perdu la vue. Et donc, ce livre, d'ailleurs, c'est marrant, j'y pense maintenant en vous répondant, il était déjà ce que les libraires appellent insituable. C'était pas un poème en prose, mais c'en était quand même un. C'était quand même un essai, mais ce n'était pas vraiment un essai. Enfin, voilà. Et après, il y a mais disons, la première pulsion pour moi d'écriture, c'était quand même le poème. Mais très vite, il y a eu, disons, une ombre portée du poème qui allait du côté d'un regard critique sur les choses, les images, etc. Et la décision de devenir écrivain, je peux la situer dans... Elle n'est pas liée... Bon, après, ça se complique. Je me souviens du rôle qu'a joué à une émission de télévision, étrangement, avec Giacometti. Il y avait une émission un peu tarte qui s'appelait Les Heures chaudes de Montparnasse. C'était un type qui avait fait ça. Mais il y avait une de ces épisodes, c'était la vieille télévision en noir et blanc avec une chaîne hein, en France. Et il y avait un épisode, donc c'était pas mal en même temps, parce que ça voulait dire que tous les gens qui regardaient la télé, ils devaient
regarder Giacometti ce soir-là, ou fermer, mais il n'y avait pas le choix avec Éric Zemmour. Comme maintenant. Et c'était extraordinaire. Giacometti parlait pendant 1 heure, voilà. Et l'autre, je ne sais pas, étrange pudeur, il avait presque gommé son existence et ses questions. Et ça m'avait semblé, voilà, comme quelque chose d'indiscutable. Non pas ce qu'il disait, mais l'espèce de... l'intensité de son propos et de son investissement dans son propos. Ça m'avait... Voilà. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faudrait essayer. Bon, après, je suis loin de ça, mais c'est ça qu'il faudrait essayer de faire. Et puis, chemin faisant, ça s'est aiguisé comme ça. Après, il faudrait entrer dans plein de détails, mais voilà. Et la décision d'être écrivain, elle est assez tôt quand même. Vous disiez que vos lectures ont changé, que vous lisiez des choses, à l'époque, des choses fantaisistes. Non, mais je lisais, oui, à un moment, j'ai eu une tentation comme ça de lire beaucoup, des choses qui tournaient vers Queneau, tout ça, presque Oulipo et tout ça. Puis ça m'a lassé très vite, en fait. Et simplement, dans ces âges-là, j'étais très, très influencé. Je pense que j'appartiens à la dernière génération qui peut dire ça, qui a été très influencée de l'intérieur par une espèce de tradition lyrique plutôt surréaliste en France, voilà. Puis après, donc, il a fallu que je me débarrasse de ça parce que je me suis rendu compte que, non pas qu'il y ait de honte à être passé par là, aucune. Ça, j'en parle beaucoup je crois, dans le Tuile détaché, mais de me rendre compte qu'en fait, je moulinais des mots, quoi, que ce lyrisme, il était un peu artificiel et qu'il fallait essayer quand même de taper dans le réel, voilà, puisque c'est le réel qui me tapait dedans, je ne sais pas comment dire. Voilà. Et donc ça prend du temps, en fait, ça prend du temps, puis c'est lié à plein de choses. C'est lié aussi aux années 68, donc, puisque j'étais à Nanterre en 1968, j'ai participé très activement au mouvement de mai, et puis donc ça se mariait très bien avec une espèce de 19 ans, on lit Zara, Breton, tout ça, on balance des pavés, tout va bien, quoi. Mais après, c'était moins bien, parce que je me rendais compte que le monde était quand même en train de changer, que, disons, la forme du monde n'était plus celle que les surréalistes avaient connue, côtoyée, et d'une part, et d'autre part, disons, les aspects routiniers du militantisme me pesaient, quoi. Voilà, et donc j'ai tout quitté en même temps, mais après ça prend du temps de désapprendre des rhétoriques, en fond. Il y avait la rhétorique marxisante, et puis la rhétorique, une rhétorique en fait, lyrique, et essayer de trouver autre chose. Et voilà. Mais ça prend du temps. Enfin, il y a des gens qui trouvent tout de suite, mais ce n'était pas mon cas. Avec tout ça, vous auriez pu effectivement devenir un poète, ou vous auriez pu devenir un écrivain au sens où on écrit des romans, mais vous avez choisi de faire de la philosophie. Vous avez consacré ensuite la plus grande partie de votre travail à effectivement regarder le monde et tenter comment dirais-je, retranscrire quelque chose dans vos textes. Ça, c'est une bifurcation qui n'est pas du tout insignifiante tout de même. Non, c'est compliqué. Philosophie, je ne peux pas dire ça. Moi, dès qu'on me dit philosophe, je me sens très gêné parce que je n'ai vraiment pas le cursus. Je n'ai pas la bibliothèque intérieure d'un philosophe. Mais aucun d'entre eux n'a la même, bien entendu, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a quand même un rapport du philosophe aussi à sa propre parole, qui devient en règle générale un cours, un enseignement, et ça je ne l'ai jamais fait, j'ai fait cours mais pas de philosophie, et donc je suis toujours gêné de me sentir philosophe. En même temps, c'est vrai que je me suis intéressé de très près à des problèmes philosophiques et que j'ai très lié à des philosophes et qu'on discutait de concepts, on ne discutait pas de choses annexes. Et que ça me passionne. Mais en même temps, c'était assez difficile pendant très longtemps disons, d'être beaucoup trop, entre guillemets, philosophe pour les écrivains et
est souvent trop écrivain pour les philosophes un peu. Et là, c'est un peu très superficiel ce que je dis, mais au niveau du travail, ça présente comment on peut dire, des nouages, des tressages qui peuvent être très intéressants à faire et difficiles à tenir pendant très très longtemps, quoi. Voilà. Et puis, bon, il y a la vie aussi avec une certaine évolution des choses. Et non, je peux dire, parce que par exemple, juste comme j'ai vraiment participé à ce mouvement de mai, ça m'a lancé dans le monde d'une certaine manière. Et j'étais, disons, presque caricaturalement un jeune homme gauchiste, comme ça, un peu anti-académique. C'est bien d'être anti-académique, mais presque trop, quoi. Et par exemple, je peux le dire, mes grands amis philosophes, donc Jean-Luc Nancy qui est toujours là et malheureusement Philippe Lacoue-Labarge qui n'est plus là, que notre rencontre a été assez incroyable. Moi, je me les figurais comme des universitaires et eux, ils me voyaient comme une espèce de minet, une espèce de demi, on ne savait pas quoi, un type, pas, voilà. Et on s'est apprivoisé peu à peu, non sans mal, non sans difficulté. Puis après, ça a été formidable. Et moi aussi, j'ai appris à lire autrement, à lire d'autres choses, etc. Voilà. Et peu à peu, comment on pourrait dire, une certaine, pas ça je peux dire, théorein, comme disent les Grecs, ça s'est mis à avoir pour moi une présence presque, un côté impératif. Voilà. Et est-ce que la présence en question, est-ce que c'était une présence qui se traduisait aussi pour vous et se traduit encore aujourd'hui par justement une attirance ou une appétence pour le type très particulier de poétique qu'il y a finalement dans la philosophie? On peut être attiré par la philosophie ou par les grands essayistes parce qu'il y a quelque chose comme Foucault parlait d'une érotique de la vérité, il y a une érotique du concept qui donne lieu, qui peut donner lieu à un goût d'un certain type de phrase. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible? Disons, il y a le côté, moi j'ai assez fasciné par le côté axiomatique d'une certaine façon de faire de la philosophie, quoi, et que je trouve absolument, quant au langage, inimitable presque certains passages de philosophie. Ça va vous paraître bizarre, notamment Descartes, quoi. Il y a un passage que j'ai souvent cité de la dioptrique. Il vous est pas souvent arrivé par une nuit obscure, etc., d'avancer, puis brusquement. Et la façon dont ça vient, et en même temps, ça m'intéressait beaucoup parce que c'est un discours complètement, un énoncé complètement philosophique, mais en même temps, il y a quelque chose d'une narration. Il raconte quelque chose qui est arrivé à sa pensée. Et ça m'a toujours énormément frappé. Et puis ce côté axiomatique, ce côté direct, ce côté, cette puissance de la théorie, quoi. On la trouve, par exemple, dans la vitesse de la théorie, on pourrait presque dire. On la trouve évidemment pour moi en premier, c'est peut-être là qu'elle me fascine le plus, chez les romantiques allemands, et notamment, bien sûr, chez Novalis ou Friedrich Schlegel, Novalis encore plus, puis après chez Nietzsche, etc. Il y a une espèce de... comme ça. Mais c'est vrai que, par exemple, peut-être si on regarde ailleurs, du côté de Baudelaire, c'est vrai que le texte de Baudelaire qui m'intéresse le plus, c'est le texte quasi philosophique de Baudelaire, qui est le peintre de la vie moderne. Une espèce d'efficacité conceptuelle comme ça, incroyable, avec les phrases, le génie et l'enfance retrouvée à volonté, comme ça. Il y en a des phrases comme ça, il y en a des dizaines dans cet écrit. Il y a une espèce de conviction comme ça, et qui accélère l'écriture, qui produit quelque chose de spécifique dans l'écriture. Et ça, évidemment, que ça compte énormément, pour moi. Mais et donc il y a et c'est pour ça que très très vite, en fait, j'ai été amené. Maintenant, je le théorise beaucoup plus. C'est presque une récapitulation. Je dois faire attention d'ailleurs à ce que ça devienne autre chose qu'une forme réflexe. Il faut l'entretenir, ça. Mais c'est vrai que la référence constante, pour moi, c'est en effet la position des romantiques allemands quant au genre de la littérature, le fait qu'ils ne se satisfaisaient pas des limitations d'un genre donné et qu'ils pensaient qu'un genre portait toujours en lui son propre dépassement.
mais pas son dépassement comme genre, son dépassement en se laissant contaminer par les genres d'à côté, que le roman est un poème latent, que le poème contient une narration, et que entre le théorique et le poétique, il y a évidemment une espèce d'échange à entretenir, et que finalement, la seule chose qui compte, ce n'est pas tel ou tel genre, mais c'est le genre des genres, d'une certaine manière, un absolu de la littérature. Et cet absolu de la littérature inclut pour eux le philosophique. Et là, je me suis trouvé tout à fait en phase aussi, bien que lui, il l'abordait par depuis une autre origine, d'une autre provenance. Je me trouvais extrêmement proche de ce qu'a pu développer Philippe Lacoue-Labarthe autour de la phrase. C'est-à-dire que ça, ce qu'il entend par phrase, si on lui dit c'est la philosophie, non. Si on lui dit c'est le poème, non. C'est autre chose qui est au fond latent dans tous les genres. Et latent aussi, non seulement dans les genres, mais dans cette autre chose qui est très importante pour spécifier les actes de langage, qui est ce qu'on appelle, les linguistes appellent la situation de langage. Par exemple, là, c'est une situation de langage, le débat un peu conférence avec une audience où, pour le moment, personne n'a le droit de parler à part nous deux, c'est une situation de langage. Mais si on était tous les deux au café, c'en est une autre. Et puis, il y a les situations de langage écrit. Et moi, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus riche de réfléchir à ce qu'on était en train de faire en pensant à la situation de langage dans laquelle on était. Et que, par exemple, on peut caractériser le poème comme la situation de langage dans laquelle il n'y a pas d'adresse, en fait. Alors que, par exemple, dans un essai, c'est quand même, il y a toujours le mouvement de vouloir convaincre, il y a toujours l'argumentation, il y a une espèce d'articulation, et puis la destination, il y a une espèce d'oralité finale qui va être celle du cours, celle de la conférence, ou pas, mais elle est latente. Et par contre, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer une fois, je ne sais plus où, pour le poème, la dimension sonore, elle est au départ, elle n'est pas à l'arrivée. Bien sûr qu'on peut pas déclamer, mais dire le poème, et même il le faut, mais elle est au départ. Le vocable dans le poème, si je dis bouteille, ou évidemment en français, mais c'est flash ou bottle ou dans n'importe quelle autre langue, quelle que soit la langue, le mot du poème, il a comme ça une consistance sonore, même au départ. Et puis ça se déploie à partir de là. Tandis que, mais c'est une situation de langage extrêmement particulière, qui est pas celle du journal intime, qui n'est pas celle de la confidence à soi-même, et qui est au fond complètement errante entre, disons, quelque chose qui serait de l'ordre de l'intime à quelque chose qui serait de l'ordre de la plus grande présomption. Alors, ce poème s'adresse à l'humanité. Il y a ça. Hein. Et c'est ce qui m'intéresse le plus dans le poème et qui fait que, disons, c'est peut-être quand même pulsionnellement le genre qui me convoquerait le plus, c'est qu'il a cette espèce son caractère insituable entre l'innocence, l'arrogance, la présomption et le tout petit. Enfin, mais par contre, la narration, le roman, ça c'est plus facile comme situation de langage de manière. La situation de langage du romancier comme tel, moi, ne m'a jamais fait envie. Ne m'a jamais fait envie aussi parce que je pense qu'il y a une richesse de la notation qui est plus grande. Ça, je cite toujours, je vais encore le faire, cette fameuse phrase de Novalis qui dit « Nous vivons dans un roman colossal, en grand et en petit ». Et moi, je trouve cette phrase extraordinaire, en plus dite en 1801, et elle est presque une déclaration d'existence de la modernité. Et nous vivons dans ce roman. Ça ne veut pas dire qu'on l'écrit, on vit dedans. Et en grand et en petit, et ça veut dire qu'il y a une espèce pour moi d'aller, comment on peut dire, d'aller venu. On déplace le curseur sans arrêt du grand au petit. C'est même pas nous qui le déplaçons, il se déplace tout seul. Et donc pour moi, c'est très important l'activité de notation et ce qui relie la notation éventuellement à un devenir poème, avec cette idée aussi que
le réel du fait qu'on est dans ce roman colossal. En plus, il est sans arrêt ça fictionne tout le temps pour moi. Fictionner, c'est l'état normal, naturel des choses. Et il y a tellement de romans dans une seule journée, tellement de départs de romans dans une seule journée que l'idée d'en écrire un m'est pas venue. Mais ça me fait pas envie, mais j'aime bien en lire, évidemment, ça c'est autre chose. Mais je suis trop impatient j'en demande trop à la littérature pour m'attacher comme écrivain à la forme roman. Ça semble très prétentieux de dire ça, parce qu'il y a des romans magnifiques, qui ont été incroyablement difficiles à écrire, mais c'est pas à ce niveau-là que je me place pour parler. C'est amusant parce que vous parlez de votre impatience, enfin, c'est le mot que vous venez d'utiliser. Tout à l'heure, vous parliez de la vitesse propre à ces pensées axiomatiques, voilà, à Descartes, peut-être à Hegel, à d'autres. Ce qui est assez intéressant comme contraste à installer, si vous voulez, c'est quand on lit vos propres textes, ce sont des textes qui ne se donnent pas comme des textes qui appartiennent à effectivement ce domaine presque viril, si j'ose dire, ou viriliste, de la vitesse. Vous parlez de l'intensité aussi chez Giacometti, donc des valeurs qui sont des valeurs presque électriques et presque de force, tandis que votre écriture, s'il fallait la caractériser, évidemment ce serait une caricature, mais enfin s'il fallait la caractériser par un mot, ce serait davantage le tact. C'est-à-dire, il y a un déroulé extrêmement sensible de votre écriture qui évidemment produit ses propres effets de vitesse, ses propres effets d'intensité, mais qui semble privilégier, disons, une forme de retenue pour que la phrase n'aille pas trop vite, justement, ne dise pas trop vite la chose qu'il ne faudrait pas dire, parce qu'une fois qu'elle serait dite, eh bien, c'est fait. Donc il y a une espèce de prudence, disons, dans votre écriture, et je me demandais comment ce contraste s'installe chez vous. Je dirais pas prudence, le mot que j'aime bien, c'est précaution, quoi. C'est-à-dire, c'est plutôt essayer. Par exemple, j'ai beaucoup écrit sur les images, et je continue de le faire. Avec aujourd'hui, j'écris peut-être plutôt davantage sur la photographie que sur la peinture, mais justement à ce qui m'a toujours occupé, fasciné, c'est évidemment que les images, par définition, sont muettes. Hein, et elles le sont fièrement. C'est-à-dire, c'est pas qu'elles ne savent pas parler. Le sens qu'elles captent ne passe pas par le langage, quoi qu'on dise. Même après. Et pour quelqu'un qui écrit, ou même qui n'écrit pas, mais par rapport à l'espèce de phrase intérieure continue ou discontinue qu'on a en permanence, en tout cas, quand on est devant un tableau qu'on découvre ou devant une photographie on est interrompu. On est interrompu, et cet effet de coupe, il est extrêmement violent, et je me suis intéressé notamment à la question de l'instantané en photographie, parce que c'est presque une hyper-image, une coupe totale, d'un millième de seconde, et paf, on a une surface ou quelque chose qui vient du monde, et c'est déposé. Et qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et ben justement, ce travail-là, pour moi, il est passionnant, parce que justement, à chaque fois on se retrouve devant une image. Alors, il y a des images dont on peut tout de suite dire quelque chose. En gros, c'est des images qui ne sont pas très intéressantes, mais des images qui sont difficiles qui sont inépuisables d'une certaine manière. C'est pour le langage un défi, mais ça contraint à essayer d'être extrêmement précis et à ne pas se payer de mots. Voilà. Et se payer de mots, c'est très mauvais. Mais essayer par les mots, comme si on produisait un moule, comme s'il y avait un moule, on produisait un contre-moule exact qui viendrait épouser la chose qu'on essaye de voir ou d'identifier. Là, c'est en effet, donc ça produit une phrase assez longue, assez ample, assez pas prudente, mais bon, qui va à tâtons sans trop peut-être le faire sentir. Et avec le danger, parce qu'il y a un danger disons, de tomber dans le brio.
d'une certaine manière. Il faut faire attention à ça aussi. Il faut rester, je crois, extrêmement attaché à ce qu'on a identifié et qu'on n'identifie pas complètement. C'est pour ça que le livre, là, le dernier, s'appelle « Saisir ». C'est ça que j'essaye d'expliquer par ce titre, c'est-à-dire attraper véritablement quelque chose du monde par la phrase. Mais, et moi, c'est vrai que la phrase, dans l'essai, elle se déploie comme ça, et que ça produit cette sorte de littérature un peu lente, d'une certaine manière. Mais voilà. Comment dirais-je, la question qu'il y avait aussi pour moi derrière la question précédente, c'est celle de ce que vous disiez tout à l'heure lorsque vous évoquiez justement ces années de mai 68 et vous parliez de deux types de rhétorique comme ça qui ont fini par vous poser problème. Et là, il y a un instant, vous disiez ce qu'il faut faire, hein, s'il faut dire, il faut. C'est effectivement éviter de se payer de mots. Est-ce que se payer de mots, est-ce que c'est ça signe ou ça désigne quelque chose comme une rhétorique? Est-ce que l'ennemi, si j'ose dire, pour vous, quand vous écrivez, c'est peut-être comme ça qualifié par ce mot-là? La rhétorique, c'est ce que vous voulez éviter à tout prix? Ben non, mais c'est-à-dire... Non, la rhétorique, oui, non, c'est parce que la rhétorique, c'est au fond des sortes de savoir-faire. Les savoir-faire sont toujours... bon, c'est bien d'apprendre, mais après, il faut s'en débarrasser. Parce que si on met en exercice le savoir-faire, une espèce de virtuosité, une aptitude à phraser, et même une aptitude à caractériser assez vite, assez bien quelque chose, finalement, on est comme une espèce de hamster, pris dans un tambour. Et je pense que c'est essayer de se mettre en situation d'explorer, quoi. C'est exactement comme, par exemple, quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, ou même dans une ville qu'on connaît, il y a plusieurs manières de se comporter, mais dans l'ensemble, c'est mieux si on essaye justement de retrouver, même dans la ville qu'on connaît par cœur, de retrouver de créer presque des accidents qui vont rendre le rapport qu'on a à elle exploratoire, donc de restituer quelque chose d'une expérience. Et c'est très frappant, par exemple, par exemple, je vais prendre un exemple qui m'avait frappé quand je m'occupais un peu de théâtre. Et j'ai eu beaucoup de mal, parce qu'il y avait une chose que je détestais au théâtre, par exemple, et je déteste toujours, les entrées. Ce qu'on appelle les entrées, c'est un comédien, il entre. Brusquement, il y a une manière d'entrer, disons, alors la caricature, c'est le théâtre de boulevard, mais c'est souvent aussi comme ça dans le théâtre intellectualisant, disons, ou de répertoire. Les acteurs rentrent comme s'ils étaient chez eux, quoi. Et puis, pof, ils vont... C'est tout épouvantable. Pour moi, c'est une trahison du langage, du théâtre, de ce que peut être une scène. Et justement, je peux citer un exemple, puisque j'ai eu le plus grand plaisir de travailler une seule fois avec lui, mais je l'ai vu travailler sur d'autres spectacles aussi. Klaus Michael Gruber, qui est sans doute un des plus grands metteurs en scène qu'il y ait eu au siècle dernier, qui était un homme formidable. Mais, bon, je ne vais pas développer ça, mais par exemple, il n'a pas écrit, il n'a pas donné d'interview, mais il y a quand même des notations de lui. Et il y a une notation qu'il avait indiquée à une des actrices qui jouait une des filles du roi Lear. Et il lui expliquait comme ça, voilà, tu dois maintenant, quand tu arrives sur le plateau, vraiment, tu es perdu. Tu es vraiment là, tu es perdu sur la lande. Et il aménageait les choses dans ses spectacles de telle sorte que la coulisse, il n'y avait plus qu'une sorte d'espace où tout acteur était obligé d'entrer presque en ayant peur de là où il était, etc. Et en même temps, il expliquait aux acteurs que ce que tu dis, tu peux le dire que là, pas là, là. Parce que justement, cet espace tellement pensé, tellement travaillé,
c'est un espace pour la parole. Et là, on est dans la production de quelque chose qui devient extraordinaire. Et c'est vrai que des mises en scène de lui, comme Hamlet, par exemple, que j'avais vu à Berlin, c'est Hamlet en entier en allemand, hein, ça dure 6 heures. Et on ne peut pas s'ennuyer parce qu'on assiste au déploiement de quelque chose qui n'est surtout jamais mécanique. Voilà, parce que tous les mots ont l'air d'être trouvés au dernier moment. C'est un travail énorme, mais ça, c'est ça qui est formidable. Je prends l'exemple du théâtre et disons, ça serait un peu ce qui m'intéresserait de retrouver dans les autres arts et évidemment dans l'écriture, quoi. Et oui. Est-ce que cette dimension d'exploration que vous venez de mentionner, est-ce que précisément le fait que dans beaucoup de vos livres, vous n'hésitez pas à utiliser un feuilleté de forme, d'en saisir, il y a évidemment de la prose, mais il y a également des poèmes. C'est pas le seul de vos livres comme ça qui alterne les formes. Est-ce que ça fait partie justement de cette forme alors je ne veux plus utiliser le mot prudence justement puisque il ne vous convenait pas le mot de la précaution, enfin ou le tact, ça passe aussi par justement le fait de ne pas figer le livre ou le sujet du livre à l'intérieur d'une modalité d'écriture. Oh ben oui. Après, ça dépend complètement des livres, parce qu'il y a des... Là, dans un livre comme celui-là, où je rencontre un certain nombre d'expériences, une picturale, 2 expériences, disons, poétiques, et la troisième, une expérience photographique. Donc, déjà, ça bouge. Et puis, j'essaye là, en effet, par exemple, pour la partie qui est consacrée à Dylan Thomas, je l'introduis par un poème que je n'ai pas écrit exprès, c'est un poème que j'avais écrit en pensant à Dylan Thomas il y a des années, et je l'ai remis là, parce qu'il m'a semblé en le relisant que justement, à la façon dont le fait le poème, il attrape quelque chose que je ne peux pas attraper autrement. C'est comme des techniques de chasse. On peut pas... Et c'est pour ça que je le mets là. Puis après, finalement, je ne le commente pas, évidemment, mais il est là un peu comme un exergue. Voilà. Et très souvent, d'ailleurs, les notes que je prends en voyageant ou dans le train, au café, chez moi, enfin, etc., très souvent, il y a quelque chose en elles qui est de cette nature. Ce n'est pas des poèmes, mais c'est comme disons, des amorces. C'est des amorces. Et très souvent, quand on essaye de développer après, finalement, on perd quelque chose. Donc, ça m'arrive aussi de restituer l'amorce comme telle. Et en fait, pour être honnête, il y a des textes, par exemple, si on doit, par exemple, rendre compte de quelque chose de très spécifique, disons, je sais pas, un texte, disons, voilà, sur le liège. Après, je ne l'ai pas fait, hein, mais le liège, ben, ça va, je ne peux pas savoir d'avance la forme que ça va prendre. Puis il y a des textes, disons, sur un problème esthétique. Je pense à ça, par un problème, on m'avait demandé un texte sur l'imagination, qu'est-ce que c'est? Là, je le traite presque, entre guillemets, presque philosophiquement, je déborde assez peu d'un réglage. Mais idéalement, je n'ai encore pas écrit ce que je voudrais écrire. C'est-à-dire un livre qui serait totalement qui enchevêtrerait totalement les différentes techniques de chasse, pour reprendre cette expression qui m'est venue, c'est-à-dire quelque chose qui serait une sorte de poème qui s'écroule sur lui-même en narration, puis la narration devient un texte critique, et puis voilà. Et ça, je pense que je le ferai un de ces 4. Mais je le fais déjà, mais disons, je ne suis pas arrivé à le sortir. Ce qui est intéressant dans ce qui est intéressant, parce que je voudrais souligner plutôt, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses qui sont intéressantes, que j'aimerais peut-être pointer dans ce que vous venez de dire. C'est effectivement ce désir que vous venez d'exprimer par rapport aux livres tels qu'ils sont, ce texte qui s'appelle Tuiles détachées, par exemple, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Dans vos textes, on sent bien évidemment
cette question de la phrase qui vous traverse et qui vous habite et qui traverse et habite votre écriture. On sent aussi la question du texte, vous venez de le dire, il y a des textes voilà, auxquels vous répondez, et vous répondez comme vous du mieux possible, d'autres qui naissent de notation ou qui prennent la forme de notation, etc. Mais la manière dont ces phrases et ces textes se rassemblent, se rencontrent à l'intérieur d'un livre, donne à vos livres justement quelque chose, une tonalité assez singulière, très singulière même, quelque chose qui n'appartient qu'à vous, et dont précisément d'ailleurs un arbre en mai, je trouve, illustre assez bien, enfin, ou est peut-être la forme la plus radicale, c'est-à-dire que la phrase et le texte ont leur existence, mais le livre, lui, n'est pas fini. Oh non, il n'est pas fini. Et c'est comme si, à travers cette espèce de feuilletage, comme ça, de forme, il y avait une espèce de quelque chose restait d'ouvert ou en attente, d'une certaine manière, dans presque tous vos livres, j'ai envie de dire. Ceux que, peut-être. Mais là, c'est un peu particulier. Maintenant, c'est un livre, c'est un petit livre, mais ce n'est pas un livre. Parce que c'est un livre que j'ai voulu faire en 2004. Je venais d'écrire la première version de Tuiles détachées. Et c'était une piste autobiographique, comme je ne l'avais pas utilisée, j'étais lancé dessus. Et je me suis dit, à l'époque, je me dis, ça avait 36 ans, mais 60, je dis, mince, déjà 36 ans, c'est incroyable. Maintenant, c'est 50, comme on sait. Et puis, je me suis dit, tiens, puis j'avais besoin peut-être de parler de ça, de raconter mon expérience de ces journées-là. Et puis, j'ai commencé et j'ai arrêté. Et j'ai arrêté en plein vol, si on peut dire, clac, comme ça, parce que ça m'a énervé. J'ai dit, c'est pas ça que tu dois faire. Et là, je mentionne, d'ailleurs, ça va être le héros de la soirée, Giacometti, puisque il est lui-même, dans un texte magnifique, d'ailleurs, où il essaye de raconter un rêve, c'est un texte qu'il a publié dans une revue dans les années 40, je crois, et il essaye de raconter un rêve, et puis il se rebiffe contre ce qu'il est en train de faire. Il dit, mais ça va pas, et il invente ce mot, il dit, je raconte ça et je me fais avoir par la forme tuyau du récit. Une espèce de récit linéaire. Et après, dans ce texte, qui est un texte très beau et très fort, il réfléchit, mais c'est pas comme ça. Et il invente un truc qui est absolument magnifique. Il invente un truc qu'au fond, il essaye de raconter une succession d'événements, mais cette succession d'événements, ces événements qui se sont succédés, ils habitent ensemble dans sa tête. Et c'est ça qu'il voudrait rendre compte. Et il a l'idée d'un micro-sillon, d'un disque qui tourne, où les événements sont posés à différents endroits du disque. Et lui, narrateur, il marche sur le disque. Ah, ça me donne presque le frisson tellement je trouve ça génial. Et là, il n'y arrive pas. Après, il a cette idée. Mais ça serait extraordinaire. Et on peut se rendre compte que, par exemple, le type qui marche sur le disque ou la fille qui marche sur le disque avec les souvenirs qui sont là, et le disque qui continue à tourner, ça rejoint en fait des tentatives littéraires. Par exemple, pour moi, celle d'un homme que j'ai bien connu d'ailleurs, qui est Michel Leiris, par exemple. Enfin, une certaine façon de raconter ce qu'on a vécu qui est tout autre. Et en tout cas, ce qu'on appelle la forme tuyau, en même temps, elle est charmante. Ah, j'étais là, puis le 3 mai, puis le 4 mai, puis le 5 mai, et puis il y a quelque chose, mais en même temps, il me semblait que par rapport à ce dont je voulais rendre compte, qui étaient les événements de mai 68, ça aurait été mieux si j'avais été capable de faire tourner une espèce de disque comme ça. Et puis, je me suis dit, le jeu n'en vaut pas la chandelle, etc. Et il se trouve que, je dois raconter tout, hein, il se trouve que il y a 2 ans, on m'avait demandé un texte sur un sujet, incroyable d'ailleurs comme sujet, c'était comme un sujet en France pour le bac. C'était, ça je ne me rappelle plus d'ailleurs, mais enfin c'était lié à l'idée de révolte, etc. Et là, je me dis, tiens, je vais relire ce truc que j'ai écrit sur mai 68. Et en le relisant, et voyant venir les 50 ans, etc., alors évidemment, il y a un côté un peu bête, j'ai trouvé ça pas si mal. Et donc c'est vrai, c'est un peu... Et surtout, j'ai trouvé que
c'est pas que ce soit pas si... Bizarrement, malgré tout, il y avait quand même quelque chose j'avais attrapé quelque chose de l'ambiance de cette époque-là, telle qu'elle avait en tout cas pu être vécue par un homme jeune de l'époque, à l'époque. Et donc j'ai décidé de le publier, et de le publier avant la rafale de livres qui allaient immanquablement paraître sur ce sujet. Et bon voilà, et c'était pas une mauvaise idée peut-être, mais en tout cas, c'était important. Après ce livre, maintenant il existe, et c'est bien, moi je crois qu'il existe comme ça, et que si j'avais prolongé après, si j'avais raconté la suite des événements de mai, puis les années militantes, puis etc., puis devant les usines Renault, puis Passy, puis pas là. Je sais pas, ça se serait pour moi enlisé. Alors que là, il y a un côté comme ça, comme des fois on gratte une allumette, puis ça suffit, quoi. Ouais. Enfin, c'est un livre un peu particulier. Si on reste sur le domaine du livre, de ce que c'est qu'un livre pour vous, vous dirigez de longue date une collection chez Christian Bourgois. Donc vous êtes quelque part, vous travaillez aussi, ou fait partie de votre travail le fait de l'édition, de recevoir des manuscrits, de les accompagner d'une manière ou d'une autre et d'en faire oui, un livre. Et donc j'aimerais reposer la question que j'avais essayé de poser juste avant, qui était effectivement, c'est quoi la place qu'au fond cet objet étrange possède? Parce que ça pourrait, un texte, voilà, ça pourrait très bien être juste écrit ou être publié en revue. Mais non, ça prend forme de livre, et vous en avez fait beaucoup. Des livres, oui. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, ce que c'est qu'un livre pour vous? Peut-être qu'il n'y a rien à dire. Peut-être que c'est une question qui ne vous préoccupe pas. Si, c'est quand même c'est un objet, pour moi, c'est un objet qui reste totalement magique. Et il se trouve que, je peux vous dire ça, ma femme, qui s'appelle Gilberte Tsai, elle dirigeait un théâtre à un moment, et puis elle a initié dans ce théâtre certains samedis, ce qu'elle appelle des petites conférences. Le sous-titre, c'était Lumière pour enfants, c'est piqué à Walter Benjamin, c'était le titre des émissions de radio de Walter Benjamin. Et ces Lumières pour enfants, maintenant, elles existent depuis longtemps, elles ne dirigent plus ce théâtre, mais ça continue. Et il y a eu plein d'amis, Jean-Luc Nancy, Philippe, des ethnologues, des anthropologues, des cuisiniers, des gens, disons, qui connaissent un truc, puis ils viennent l'expliquer aux enfants, et au lieu de leur faire comme ça, ils essayent de... Voilà. Et ça se passe plutôt bien, et elle m'a demandé d'en faire une sur le livre. Alors ça s'appelle La magie du livre, c'est une petite conférence. Et je vais vous dire, enfin, et donc c'est jamais simple de parler aux enfants, parce qu'il faut faire gaffe à ne pas justement tomber dans le... et en même temps, c'est souvent... Et par exemple, le texte qu'a écrit Philippe Lacoue-Labarthe sur la musique, c'est un texte où il dit des choses qu'il n'a jamais dit ailleurs. Parce qu'il y a devant ce public, il faut être clair, pour soi-même déjà. Et voilà. Et donc il y a un effort très particulier, très intéressant à faire. Et là, j'avais une idée, alors ça peut avoir l'air démagogique, mais moi c'est comme ça que je vois le livre. J'aime beaucoup ça, mais je ne connais pas bien, j'avais acheté un pop-up. C'est les livres qu'on ouvre et puis il y a un truc qui sort. Et il y en a des très beaux maintenant. Et celui-là, il était particulièrement bien. C'était un pop-up un peu militant écologique, comme ça. On l'ouvrait, il y avait une forêt magnifique. Puis plus on tournait les pages, et arrivaient des pelleteuses, et puis la forêt disparaissait. Puis à la fin, il n'y avait plus rien. Et quand même, à la fin, il y avait une petite tirette. Puis on tirait, il y avait des petites pousses qui ressortaient. Et en tout cas, je leur ai amené ça. Parce que le public, c'est 10 ans, 11 ans, comme ça, à partir de puis il y a des fois 8 ans, 9 ans, et puis beaucoup de plus vieux aussi qui viennent. Je dis, voilà, un livre, c'est ça. Et voilà, et après, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin du pop-up, il n'y a pas besoin du découpage. Vous verrez, tous les livres que vous lirez, ça fera pareil. Il y a un truc dedans qui sort et qui est un monde. Voilà, c'est un peu simple, mais c'est vraiment ça pour moi. C'est vraiment ça pour moi, un livre. Et il n'a pas besoin d'être un roman qui va raconter les mésaventures de tel ou tel personnage, surtout si elles sont étroitement
circonscrite dans un milieu familial, etc. Donc, là, à mon avis, là, le pop-up, il est un peu mollasson, quoi. Mais le vrai pop-up, c'est justement le livre Arcy Idiot, c'est des visions presque adolescentes et romantiques, mais c'est le livre-monde, quoi. Alors pourquoi, et pourquoi le livre-monde, ça serait bien parce que justement, c'est comme des échos. Un écho, c'est fascinant. La source est fascinante, mais l'écho peut-être encore plus. Et produire constamment des échos, voilà le travail. Il y a une très belle phrase d'ailleurs dont je me suis demandé si en l'écrivant vous aviez pensé à vous-même au tout début, la phrase d'ouverture de Saisir vraiment, quand vous parlez de ce peintre dont j'ignorais évidemment tout avant de vous lire, qui s'appelle Thomas Jones. Et vous écrivez ceci, 11,4 fois 16 cm. On ne peut par conséquent pas vraiment parler de tableau. Et d'ailleurs, ce n'en est pas un, c'est une huile sur papier. Mais voilà. Dans ce très petit format et selon cette technique peu fréquente, en 1782 à Naples, le peintre, un peintre qui s'appelle Thomas Jones, a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas qu'il ait peint ce qu'on n'avait encore jamais vu, au contraire, il a peint ce qu'on voyait tous les jours. Mais ce qu'on voyait tous les jours, en fait, on ne le voyait pas vraiment, on ne lui accordait pas d'importance. Quand vous parlez de livre-monde, on peut imaginer, je sais pas, on peut imaginer évidemment des space opéras, on peut imaginer Le Seigneur des Anneaux, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas ça dont vous parlez, évidemment. C'est quelque chose qui est c'est un peu ce que vous faites, la manière dont vous décrivez cette peinture. C'est quelque chose qui est là, qu'on voyait, mais qu'on ne voyait pas vraiment. Mais non, parce que c'est vrai, là, on peut rester sur cette... Aïe, ça tire, ce truc. Ce moment de ce peintre-là. Donc, c'est un peintre que j'ai connu, moi, parce que je travaillais justement dans l'édition, pas seulement chez Bourgois, mais avec Éric Hazan, à faire des livres d'art, etc. Et donc, j'ai connu l'existence de Thomas Jones, qui est un peintre, en effet, pas très connu. Et puis, quand j'ai vu des tableaux de lui, en vrai, ou des peintures de lui, c'est petit en général, c'était, je trouvais extraordinaire. Et puis je me suis intéressé à lui de plus en plus, puis son journal, enfin ses mémoires ont été publiés, bien qu'il ne soit pas connu. Et tout ça a fait, j'avais le projet d'écrire un livre sur lui. Et j'ai fini par le faire, mais, et donc c'est la première partie de Saisir. Et qui s'appelle Aventure de Thomas Jones. Et pourquoi ça m'a tellement captivé, c'est quand même, je crois que c'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, beaucoup de gens maintenant qui lisent ce livre, il y en a quelques-uns qui connaissent Thomas Jones, beaucoup ne le connaissaient pas et ils sont soufflés. Et c'est vrai que même des gens qui connaissaient assez bien la peinture, on leur montre les huiles sur toile que Thomas Jones a faites à Naples. Il en a fait une quinzaine, pas plus. Hein. Et il se trompe, il date ça de 1860. On a l'impression que c'est un type qui vient dans le sillage de Manet. Pas du tout, on est en 1782 à Naples. Et l'histoire est magnifique. Alors je suis allé au Pays de Galles, je suis allé évidemment à Naples, etc., pour mener l'enquête d'une certaine manière, parce qu'on a besoin de concret, de toucher les matières, les choses. Et ce jeune gars gallois, il fait comme tout le monde à l'époque, finit par aller en Italie, avec des combines, et en Italie, il essaye de peindre le paysage et de placer sa peinture. Et dans ses mémoires, il raconte très bien à quel point c'est un milieu extraordinairement déceptif, tous ces peintres de toute l'Europe qui viennent à Rome barbouiller des vues du Vésuve en essayant de les vendre à des Anglais snobs. Et il décrit Rome d'une manière ça devait être assez épouvantable, cette ville. Puis une petite ville pleine de curés. Enfin. Et quelque chose de pas du tout sympathique. Et puis, donc il aime aller, il va à la campagne de plus en plus, puis à un moment, il s'installe à Naples. Et puis là, pareil, il se plaît beaucoup mieux, la ville lui convient beaucoup mieux, qui est une ville beaucoup plus grande à l'époque d'ailleurs, mais que Rome. Mais pareil, il n'arrive pas vraiment à convaincre les Anglais ou les gens, les touristes, de s'intéresser à sa peinture, et il commence à se désespérer pas mal. Et un beau jour, il n'y a pas d'autre mot, sur sa terrasse,
il se met à peindre ce qu'il voit, ce qui est devant lui, et c'est un mur. Il peint le mur d'en face. Et puis après, il peint les toits, etc. Et puis un peu comme ça, il y a une quinzaine, oui, même pas une douzaine, c'est petit, hein, ils sont comme ça, une douzaine de petites huiles sur papier, qui sont sidérantes brusquement. Et c'est ce que je raconte, c'est comme si un gars avait trouvé la modernité, au sens où Baudelaire en parlera, au sens où Manet l'ouvrira, disons. Vous avez trouvé ça presque par lassitude et pour lui. Et ce qui est encore plus épatant avec cette histoire, c'est que ces petites huiles sur papier, après sa mort, qui est arrivée assez vite, d'abord il est rentré en Angleterre, il a arrêté de peindre, il est devenu fermier, il a repris la ferme des parents, un peu dégoûté par... Et puis les héritiers ont foutu ça dans une malle. Et la malle, elle a été réouverte en 1953 par un héritier lointain qui, heureusement, avait quelques idées et qui a donné ça à des gens qui s'intéressaient. Et puis, bon, peu à peu... mais en même temps, il n'y a pas eu de révélation, genre, oh là là, on a trouvé... Pourtant, l'espèce de nationalisme idiot, comme il y a dans tous les pays, ah, on a un super peintre, les Anglais, en plus, n'étant pas les derniers à concourir dans ce truc-là. Ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a une espèce de révélation très discrète. Heureusement, les œuvres ont fini par être achetées. On en trouve à Cardiff, à Oxford, à Londres. Et maintenant, il commence à avoir une certaine réputation. Et en plus, vient d'être traduit en français. Un livre que moi, quand j'écrivais le livre, n'existait qu'en anglais, qui est un essai magnifique de Lawrence Going. Lawrence Going, c'est un très grand historien d'art anglais qui a écrit un livre merveilleux sur le plus beau livre sur Cézanne, d'ailleurs. Mais c'est lui qui a écrit le premier texte important sur Thomas Jones, qui s'appelle The Originality of Thomas Jones. Et il vient d'être traduit en français et on le trouve facilement, et je suis très content de ça, avec plein d'images qui montrent. Et ce qui est beau, c'est que c'est pas le génie au sens disons, d'un peintre qui va changer la peinture, effectivement, comme Goya, avec disons, il n'est pas très récupérable par le discours de la génialité. Ça reste un loser d'une certaine manière, mais somptueux, quoi. Et ces petites images, elles m'ont tellement plu parce que justement, j'ai l'impression que, à la limite, presque sans le faire exprès, il y est arrivé. Et quand je dis à la limite, presque sans le faire exprès, c'est très important. Parce que c'est une question qui est, je crois, décisive dans toutes les formes d'art ou dans toutes les formes où on cherche, dès lors qu'on cherche à exprimer, par exemple, sa pensée, c'est le conflit entre l'intention et la vérité. C'est-à-dire que on a l'intention d'être vrai, mais déjà ça nous met en porte-à-faux. Alors, et donc, on ne peut pas être intentionnellement inattentionné voilà, mais il y a quand même quelque chose comme ça qui fait que par moment, et c'est pas le hasard, c'est pas du tout le hasard, c'est autre chose. Il y a que voilà, par une espèce d'erreur, par une espèce de chemin qui est pris inopinément, brusquement, ça y est, on y est là. Et ça, il l'a fait, et c'est tout à fait extraordinaire. Et dans le reste du livre, par exemple, c'est amusant pour moi de confronter ça à une expérience beaucoup plus tragique, au fond, que celle de Dylan Thomas, qui, lui, tous les matins, il essayait. Et avec le sentiment, évidemment, de ne jamais y arriver, d'une certaine manière. Hein? Alors, il y a une autre question qui me chipotait un petit peu. C'est, vous écrivez en français. Oui. Et en même temps, vous avez, sauf erreur de ma part, bien sûr, mais vous avez traduit des textes. Non, jamais. Je suis pas capable, je suis pas bon. D'accord. Ah bah ça annule la question. Non, j'ai toujours travaillé avec des germanistes. Et comme quand je travaillais dans l'édition, ou même aujourd'hui, je ne peux pas me faire avoir par un traducteur s'il traduit de l'allemand ou de l'italien. Mais parce que je vois un peu comment ça marche, mais je suis totalement incapable, moi, de faire la traduction. Oui. D'accord. Donc du coup, il n'y a pas de place particulière que la langue française occuperait. Non. Mais sur les... qu'elle était là.
Mais sur la question des langues, justement, j'en parle beaucoup dans les essais sur Dylan Thomas. Donc je pars évidemment de la célèbre phrase de Mallarmé, qui est une phrase, je crois, malencontreuse, quand il dit les langues imparfaites en cela que plusieurs. Et disons que dans l'ensemble, dans tout ce que j'ai pu raconter sur le langage, je me suis toujours dressé contre l'idée qu'il y aurait une supralangue, qu'il devrait y avoir une supralangue. Il y a la forme comique qui est l'espéranto, mais il y a la forme noble qui est le livre unique, ou qui serait le langage imaginé d'avant Babel. Et ça, on est quand même toujours victime de ce côté terrible du christianisme qui pense la division des langues comme une malédiction. C'est une absurdité totale. Et les langues doivent être pensées chacune comme une éclosion du langage, ici, là, ailleurs, etc. Et c'est un fait que chaque langue donc croît comme ça, comme un organisme qui s'enrichit, d'autant plus qu'elle est utilisée. Et elle définit, elle cadre, elle situe un frottage presque. C'est le frottage d'une communauté donnée avec le monde qui l'entoure. Et l'effritement, le bruit de ce frottage, c'est le langage. C'est le langage qui tombe comme ça, dans cette langue-là ici, dans cette langue-là ailleurs. Mais le geste du langage, il est fondamental dans toutes les langues. Et c'est pour ça que les problèmes de traduction sont tellement formidables. Voilà. Parce que le fait qu'on n'arrive pas vraiment à traduire à 100% de l'anglais en français, du russe en chinois, du chinois en espagnol et ainsi de suite, et sans parler de langues beaucoup moins parlées, beaucoup moins développées, mais le langage lui-même, il est lui-même une traduction par les hommes. Les hommes essayent de traduire des signes qu'ils aperçoivent. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et après, c'est la linguistique et l'étude du langage, c'est formidable, mais c'est encore plus formidable si on regarde le langage comme, et donc dans telle ou telle langue comme l'organisation ouverte d'un système d'écho transcendant. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes tellement intéressé aux images, pas rien qu'aux images, je reste aussi aux paysages, aux images de ville, à la ville en tant qu'elle-même, d'une certaine manière, est image ou fait image, parce qu'à chaque fois, toutes ces images ont besoin, que ce soit les images de l'art, ont besoin d'une traduction. Elles n'ont pas besoin, non. Et vraiment, quand justement, je la cite souvent aussi, celle-là de Poussin, Nicolas, il dit, c'est magnifique, comme il dit dans une lettre, moi, qui fait profession des choses muettes. C'est la fierté. Hein. Non, les images n'ont pas besoin de mots, mais nous avons besoin de mettre des mots sur elles pour essayer, non pas de les restituer à un ordre du discours, mais je crois pour affiner la pensée qu'on a du monde grâce à une voie d'accès qui n'est pas celle du langage. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je m'intéresse énormément aux animaux. Parce que s'il y a bien quelque chose qui m'a toujours irrité, et depuis très longtemps, même si j'ai écrit sur les animaux depuis pas si longtemps que ça, c'est la posture, disons, de l'humanisme classique avec l'homme qui a le langage, et puis les autres ils rampent par terre ou ils volent, mais les pauvres, ils n'ont pas ça, etc. Tandis que nous, n'est-ce pas, quand on voit ce que donne le langage aujourd'hui chez les hommes, c'est le plus consternant de la création, un tweet de Trump. Désolé. Donc il y a ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et le langage, il est merveilleux en tant qu'il est un frayage humain. C'est la façon dont les hommes se débrouillent. Mais tout à l'heure, en arrivant à Bruxelles, là, il y avait encore le jour, et il y avait des magnifiques essaims des tourneaux, des vols des tourneaux avec ces formes incroyables, cette chorégraphie comme ça. Et alors, ce n'est pas un langage,
mais il y a quelque chose d'ailleurs totalement mystérieux. On ne sait pas pourquoi ils font ça, on ne sait pas trop bien comment ils le font, sauf qu'il y a quelque chose d'intéressant, je m'égare, mais que j'ai lu ça, parce que les mathématiciens, ça les obsède, les vols des tourneaux, comment ça marche ce truc. Tu vois, il y a un truc qui est très bien, il n'y a pas de chef. Ça marche, ça ne marcherait pas avec un chef. Et chaque oiseau se repère uniquement par rapport à ses voisins proches, et de proche en proche, ça fait ça. Après, mais ça, comment ça se déplace et comment ça ne s'égare pas, parce qu'en même temps, ils éclatent, ils reviennent. Il y a quelque chose d'admirable, quoi. Et quand on est devant ça avec le langage, on ne va pas dire, oh là là, moi je parle et vous, mon pauvre. Non, moi, réellement, si au départ on m'avait dit, tu parles ou tu voles, je sais pas, j'aurais hésité. Hein. Mais vraiment, je ne dis pas ça pour faire le malin, parce que ça doit être extraordinaire. Ça doit être extraordinaire. Et donc, je pense que ce qui ne parle pas, que ce soit une image, ou que ce soit le vol d'un oiseau, la nage d'un poisson, d'un animal qui cherche sa nourriture dans les bois, eh bien, ce sont des formes de frayage dans le monde, des rapports aux sensibles qui évidemment ne sont ni conceptualisés ni incarnés en langage de signes, encore que dans certains cas, mais pour nous, ils sont des agrandissements de notre propre mode d'habiter le monde. Et pour le langage, qui est tous ces gens, tous ces êtres non parlants, c'est une sécurité d'une certaine manière. Est-ce que c'est, à nouveau, si en caricaturant l'affaire, ce sera peut-être ma dernière question avant de passer la parole bien sûr au public, est-ce qu'on pourrait dire que c'est ça qui unifie vos différents travaux, c'est-à-dire cette idée d'élargissement ou oui. d'enrichissement? J'ai écrit un livre qui recueille un certain nombre de textes, plutôt des essais, dont un essai sur l'essai d'ailleurs. Et ce livre s'appelle L'élargissement du poème. Et c'est vrai, oui, c'est vraiment ça, c'est l'élargissement au sens double du mot d'ailleurs. Je sais même, je l'ai marqué sur la 4e de couverture. C'est un beau mot puisque élargi c'est plus large, mais c'est aussi, ça veut dire on a élargi un prisonnier, il a été libéré. Hein, c'est vraiment ça, je crois, qu'il faut. Donc ça peut même prendre un sens, pas indirectement, directement politique aussi. Voilà. C'est l'idée et par exemple, il y a 2 ans, l'IMEC, en France, c'est Institut Mémoire de l'édition contemporaine. C'est un endroit qui entrepose des archives venant des écritures, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup de philosophes, beaucoup de gens de sciences humaines, mais il y a aussi des chorégraphes, des choses comme ça. Puis bon, c'est des archives, il y a des kilomètres linéaires d'archives, et puis de temps en temps, il faut les sortir pour montrer un peu ce qu'il y a. Mais ils m'avaient demandé, ça m'avait énormément passionné, ils m'avaient demandé d'ouvrir le bal, je peux dire, en choisissant dans leurs archives des choses qu'on pouvait ou qu'on devait montrer, parce qu'ils étaient dans le besoin de dire aussi aux gens, c'est à quand, aux gens, au public, voilà ce qu'on a, voilà pourquoi on se fatigue à garder tout ça. C'est un débat d'ailleurs, parce qu'à l'heure actuelle, les archives nationales en France sont sous la menace de coupes sombres, orchestrées par le pouvoir actuel, qui est prêt à sacrifier 30% à peu près des stocks. Et donc là, c'est d'autres types d'archives, des archives comme ça. Mais c'était extrêmement passionnant donc, de ramasser des petits trucs et puis des gros trucs, etc. Alors là, j'avais tout, les notations. Il y avait des grands noms, mais ce n'étaient pas les grands noms qui m'intéressaient comme tels. Je vais raconter deux petites anecdotes. Une anecdote qui est, il se trouve qu'il y a là, dans le stock d'archives, il y a un anthropologue que j'ai beaucoup lu autrefois et pour qui je regarde grande affection, qui s'appelle Pierre Clastres. Et il y a ces archives. Donc j'y vais quoi, tout de suite, je demande les dossiers. Et je tombe sur un truc, voyage chez les Indiens Guayakis, je tombe comme ça, là, une espèce de... C'est marrant d'ailleurs comme démarche. Puis je tombe sur une enveloppe, je l'ouvre, et je tombe sur des dessins faits par des enfants Guayakis.
Et donc, c'est des enfants qui n'avaient jamais vu un crayon, jamais vu une feuille de papier. Et comme beaucoup, d'ailleurs, c'est un procédé qui est récurrent chez les anthropologues de terrain. Il n'est pas le seul à l'avoir fait. Mais là, il le fait. Et donc, tu te retrouves, venant du sous-sol d'une abbaye en Normandie, tu ouvres un truc où tu as des gribouillis, évidemment. Puisqu'ils explorent. Pour la première fois, ils explorent cette surface. Et c'est des gribouillis, mais bon, tu peux décréter que c'est du gribouillis, mais d'un autre côté, on met ça à côté de Cy Twombly, c'est plutôt mieux. J'ai des réserves quant à cet artiste, pour ça je fais le malin, mais c'est équivalent en tout cas. Et en tout cas, il y a quelque chose que, et là, c'est pas la faute de Cy Twombly, là, il y est pour rien, le malheureux, mais il y a quelque chose d'originaire, là. Alors, on dira encore le bon sauvage, non, je dis rien comme ça, mais le premier tracé que quelqu'un a fait, et tu as ça, là. Et c'est pas des mots, c'est pas des figures, mais c'est avant tout mot, avant toute figure, des traits, des traces, des plots, un enchevêtrement, je ne sais pas quoi. Mais il y a déjà ça, voilà, ça. Et puis, un autre document que je veux commenter, qui m'est revenu récemment à l'esprit, c'est un document qui a un côté tragique, parce qu'il s'agit de documents qui viennent des archives d'un peintre allemand qui a été lié au mouvement, ce qu'on appelle le mouvement moderne, enfin, Otto Freundlich. Il avait émigré en France à cause du nazisme. Il s'était réfugié dans les Pyrénées et il a été dénoncé par des Français à la Gestapo et il est parti en camp où il est mort. Mais ces archives ont été gardées et dans ces archives, il y a le manuscrit qu'il était en train de... Il voulait absolument terminer ce manuscrit avant de... Enfin, il ne savait pas qu'il allait être dénoncé, mais il travaillait à ça. Et il y a un dessin absolument magnifique où on voit un corps humain comme ça, stylisé, et puis un cercle, et puis avec des flèches à l'intérieur qui ne sortent pas, ni du cercle, ni du corps. Puis à côté, il y a le même dessin du même corps et du même cercle, mais les flèches, il y a des ouvertures, il y a des pores, P-O-R-E-S, et il y a marqué, du côté du corps fermé, il y a marqué geschlossene Kontur, contour fermé, et de l'autre côté, il y a marqué offene Kontur, contour ouvert. Contour ouvert, formidable, quoi. Contour ouvert, il faut y penser. Et ça, c'est merveilleux. Voilà, ça, c'est de la... Bon, lui, il est peintre dans son coin, mais là, c'est de la philosophie à l'état pur. Le contour ouvert. Et bien, c'est ça. C'est ça que je trouve absolument formidable dans la vie, quoi. C'est le contour ouvert. Et c'est la vie, puisque nous sommes nous-mêmes, en tant qu'êtres respirants, des contours ouverts. On n'est pas une enveloppe toute fermée, on est un contour ouvert. Si on n'est pas ouvert, on meurt. C'est simple. Et bien c'est ça qu'il faut développer. Et disons, le langage, c'est une ouverture parmi tant d'autres. Mais bon, c'est celle qui nous sert le plus à nous, les hommes, les humains. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Christophe Bailly. Mesdames et messieurs, je vous passe très volontiers la parole. Si vous avez des questions, des interrogations, des protestations véhémentes, voilà, je ne sais pas si... c'est bienvenu. Hein. Si quelqu'un souhaite ou ose. Pour rester dans le thème de la fabrique de l'écriture, vous avez évoqué tout à l'heure votre amitié avec Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy. Quelle était la place dans le processus d'écriture ou de la fabrication d'un livre de la réalité, de la conversation, de l'échange? C'était un aboutissement à partir des textes, ou bien est-ce que c'était ce qui précédait le texte, ou bien est-ce que c'était un aller-retour permanent? Quelle était la place de Parce qu'il n'y a pas d'enregistrement, par exemple, il me semble. Vous n'avez jamais accordé un statut particulier à la conversation? Ça, je ne pourrais pas faire, je pourrais jamais faire ça, enregistrer une conversation, puis après m'en servir, non. D'ailleurs, il y a maintenant, systématiquement, comme là, on capte ce qui se dit. Bon, là, c'est une circonstance un peu... Donc c'est une situation de langage qui permet ça. Mais des fois, ça m'arrive de protester, de refuser, ou des gens, et après, ils disent finalement, on voudrait publier ce que... Non,
il faut garder l'oralité, elle a... C'est par elle que le langage, tiens, je reprends le mot respire, par elle qui respire. Même les propos les plus, je sais pas, on va chez le boulanger, ah tiens, c'est 1,20 €, c'était 1,10 € la semaine dernière, même des phrases comme ça qui n'ont aucune présomption ou prétention, elles entretiennent la machine langage. Et l'oralité, elle doit rester humble, fragile, éparpillée, multiple. Et quand il y a une belle conversation, ça arrive, surtout avec des amis. Philosophes, on dit plein de conneries hein, aussi, heureusement. Mais des fois, et justement, ça, il y a quelque chose sur l'intention. Si on veut avoir une super conversation, on ne l'aura jamais. Mais ça se passe comme ça, à partir de, je sais pas, la lampe s'éteint, on reprend. Puis, à partir de n'importe quoi, justement, quelque chose peut surgir à ce moment-là. Et c'est parmi les choses les plus agréables de l'existence, une conversation où on a l'impression justement qu'on explore avec quelqu'un une zone qu'on connaît, mais qui est tiens, comme ça. Et j'ai le souvenir de début de conversation, malheureusement, avec Philippe, par exemple, sur le langage, justement, l'origine du langage, ou sur la peinture paléolithique, comme ça. Mais l'idée de nous mettre un micro, non, ça, c'est pas pensable, non. Enfin, pour moi. Ou la perméabilité avec l'écriture du livre qui succède. Il y a des choses qui ressortent, mais même, je ne sais pas, je préfère essayer de recycler ça autrement. Par exemple, il y a j'ai même en tête des phrases, par exemple, par exemple, Michel Léris, c'est vrai que je le voyais régulièrement. J'ai des phrases de lui dans la tête où je peux citer des anecdotes, mais j'ai jamais voulu les écrire, par exemple. Peut-être que je le ferai un jour, mais je ne sais pas. Si, j'ai cité une fois ce qu'il m'avait raconté du retour un épisode où il était avec Alfred Métro à Haïti, il rentrait d'une cérémonie vaudou, et justement, assez beau. Et il me racontait ça, que en traversant un pont la nuit, avec la lumière, les étoiles, puis ils étaient encore sous le coup de ce qu'il y a, quoi. Il venait d'assister, puis Métro lui met la main sur l'épaule et il dit « Mais toi, Michel, toi qui es... » J'allais imiter Léris, là. Toi, Michel, qui est écrivain, normalement, tu dois pouvoir raconter ça, cette nuit-là, ce pont, ce qu'on est, ce qu'on a. Ah, et Léris me dit, vous pensez bien que je lui ai répondu que j'en étais totalement incapable. Voilà. Et ça, c'était beau parce que c'est toujours la même histoire, quoi. Mais il y avait quelque chose de... Ça, je l'ai raconté parce qu'aussi, ça me permettait de parler aussi d'Alfred Métro, qu'on a tendance à oublier, enfin tout ça. Ou même Léris, d'ailleurs. Mais, je sais pas, il y a peut-être des pudeurs peut-être un peu excessives, là. Mais bon. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, en ce qui concerne ton écriture dramatique, ton compagnonnage avec Lavaudan, avec Guy, avec Gruber, comment tu le situes? Eh bien, j'avais vraiment pas pensé au départ écrire pour du théâtre. Vraiment pas du tout, alors. Et Georges Lavaudan, donc dans les années lointaines quand même, c'est dans les années 70, fin des années 70, il a essayé de prendre contact pas avec moi, mais avec nous, une bande de gens, on écrivait plutôt des poèmes, ça. Et je crois que j'étais allé à Grenoble où il était, lui, on avait été lire des textes. À l'époque, il avait un cinéma qui s'appelait le Rio, c'était le théâtre partisan, c'était des autres années. On avait lu nos textes, etc. Puis, il était resté une espèce de sympathie. Et puis, après, Lavaudan, il était intéressé par des choses que j'écrivais. Et il a absolument voulu me convaincre d'écrire pour le théâtre. Et j'ai résisté pendant longtemps. Et j'ai fini par le faire. Pourquoi ? Parce qu'il était très habile aussi à
au fond, il me disait, au fond, t'as la trouille, au fond, etc. Et puis, t'es bête, quoi, t'es bête comme un garçon. T'as la trouille, bah non, je veux pas la trouille. Enfin, des choses assez bêtes comme ça. Mais évidemment, autre chose qui commençait à me fasciner, parce qu'à cause de lui, je me suis mis à y aller un peu au théâtre. Et il n'y avait pas que des entrées, comme je racontais tout à l'heure, il y avait aussi des choses assez épatantes qu'on pouvait voir. J'avais vu Fausse Salpêtrière de Gruber, j'avais vu les premiers spectacles de Chéreau. Je n'étais pas un aficionado du théâtre, mais bon, quand même, on voit bien qu'il y a... Puis quand même, puis avec la réflexion qu'on peut avoir à partir de l'origine du théâtre, les Grecs, etc., que j'ai poussé plus loin après, plus tard. Mais bon, il y avait des frémissements comme ça. Et puis, j'ai fini par le faire parce que c'était au fond totalement inconnu aussi pour moi. Et donc je lui ai écrit une pièce et une série de circonstances étranges a fait que cette pièce, la première pièce que j'ai écrite, s'est retrouvée carrément jouée dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Et moi, je ne me rendais absolument pas compte de ça. Mais j'ignorais les rites, je voyais bien que ce n'était pas le théâtre de poche, mais... Et ce qui m'a assez plu, c'est la violence de l'enjeu. Parce qu'avec la pièce telle que je l'avais faite, et il y avait eu tout un débat dans la troupe, on la joue pas, non, il faut jouer à Shakespeare, etc. Et il y avait quand même à peu près 200-300 personnes qui partaient tous les soirs, donc c'était sportif. Et ça m'a assez plu. Parce que quand tu écris un livre, tu vois jamais. Une des fois, j'ai dit, c'est aussi intéressant. Et publier un livre, c'est comme de voter, quoi. Ça part, tu vois rien, puis après, finalement, c'est jamais ce que tu as voulu qui sort. Et il y a un côté comme ça, tu vois pas. Et c'est pour ça que j'aime bien venir dans des réunions comme ça, au fond. Je le fais avec plaisir, parce qu'on voit des gens, des lecteurs, potentiels ou réels. Et là, c'est quand même plus... Mais au théâtre, alors c'est compliqué, parce que c'est un public. C'est encore autre chose. Et qui n'est pas bienveillant au départ, enfin pas forcément bienveillant, enfin tout ça. C'est qu'en librairie ou comme ici, c'est plutôt, les gens sont plutôt bienveillants au départ, malgré tout. C'est pas du tout la même circonstance. Mais cette violence m'a plu. Et comme je venais un peu ce que je vous ai raconté, évidemment, je l'avais assumé d'avance, puisqu'il y avait un moment un personnage qui s'appelle le Coryphée, qui venait face publique et qui leur faisait une leçon de morale, ni plus ni moins, quoi. Et qui n'était pas apprécié de tous. Hein. Et donc c'était assumé comme ça. Mais moi, après, pourquoi j'ai continué, c'est ce qui m'a plu, c'est que quand on écrit, malgré tout, sans faire du tout un grand cirque avec ça, c'est quand même extrêmement solitaire comme travail. Et le théâtre, pas du tout. Et ce que j'ai préféré au théâtre après, ça a été en travaillant d'ailleurs avec Lavaudan à certains spectacles, en travaillant ensuite avec Gilberte Tsai, ma femme, et même avec Gruber, c'était comme ça, parce qu'on ne montait pas du répertoire, ou on ne montait pas une pièce que j'écrivais forcément, on construisait un objet théâtral avec des morceaux de texte qui pouvaient être écrits par moi, mais qui venaient d'ailleurs, etc. Et il y avait un côté de fabrique, et où on a créé, même avec Lavaudan, le spectacle que j'ai préféré faire. C'était le spectacle qui s'appelait Lumière, où on s'était mis dans une situation qui ne serait pas reproductible aujourd'hui du fait des conditions de production qui se sont largement détériorées dans le théâtre européen. Mais on s'était mis dans une position incroyablement luxueuse, d'une certaine manière, puisqu'on avait une troupe. Et quand je dis une troupe, c'est des comédiens, des techniciens, et on part de zéro, avec juste une idée qui était, voilà, on fait l'Arche de Noé, qu'est-ce que t'emmènes? Qu'est-ce que t'emmènes comme animal? Qu'est-ce que t'emmènes comme récit? Qu'est-ce que t'emmènes comme peinture? Et tout le monde racontait des histoires. Et avec toutes ces histoires de ce qu'on veut sauver, on a construit un spectacle un peu hirsute qui durait 4-5 heures, mais c'était formidable, le travail, parce qu'on a éliminé quantité de choses, on a gardé des petites chansons, on a gardé et c'était ça, c'était un travail tout à fait gai, quoi, tout à fait joyeux. Et puis il y a après donc j'ai beaucoup réfléchi. Ça s'est lié aussi à la fréquentation de mes amis philosophes.
et la fréquentation du peintre Gilles Ayot, qui est le peintre des animaux, mais aussi était le scénographe de Gruber, et aussi un connaisseur exceptionnel de l'Antiquité grecque. Et donc là, il y a eu une réflexion plus approfondie, disons, sur l'essence même de ce que pouvait être le théâtre à l'origine. Et on a fait ce spectacle à Milan avec Gruber et Ayot, justement, et pas en jouant une tragédie grecque écrite comme telle, mais en essayant de fabriquer quelque chose avec les fragments des présocratiques, dans laquelle on utilisait un fragment d'Antigone de Sophocle quand même. Et là, pour moi, ça a été un des travaux les plus formateurs que j'ai pu faire. Mais justement parce qu'aussi on était sûr de rien, quoi. Voilà. Mais avec après il y a des souvenirs magnifiques, quoi. Et j'en ai fait un certain temps du théâtre, jusqu'à il y a 10 ans à peu près, puis j'ai arrêté. Peut-être pour des raisons, ça, c'est un autre sujet. Merci Jean-Christophe Bailly. Merci à vous, mesdames et messieurs. Je crois qu'il y a quelques livres qui sont là. J'imagine que vous accepterez éventuellement de se les signer Oui, à ceux qui le souhaiteraient. Oui, ça me gêne pas. Donc merci encore d'être venu. Bonne fin de soirée. Et on peut enlever nos... À bientôt. Je crois qu'on peut enlever nos micros. Voilà. Merci. Nos petits cages. Merci à vous.